Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes sur la persévérance, la passion et les défis de la vie. Aujourd'hui, nous vous proposons un voyage émouvant à la découverte de la vie d'Elisabeth Lévy, journaliste, chroniqueuse et auteure percutante qui a marqué les débats houleux au cœur de la France. Des ruelles de Marseille à la rédactrice en chef du magazine Causeur, Elisabeth était non seulement une voix puissante, mais aussi une âme complexe, confrontée à la douleur, au succès et à la controverse. Rejoignez-nous pour découvrir la véritable personne derrière son écriture percutante et ses débats acharnés. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification sur notre chaîne pour ne rien manquer des histoires de ceux qui ont marqué l'histoire. Elisabeth Lévy est née le 16 février 1964 à Marseille, une ville portuaire animée du sud de la France, où les brises méditerranéennes côtoient le rythme d'une communauté multiculturelle. Fille d'une famille juive séfarade d'origine algérienne et marocaine, Elisabeth a grandi dans un environnement à la fois traditionnel et ouvert d'esprit. Son père, Judas Léon Paul, était un médecin généraliste strict et religieux, avec sa barbe et son chapeau caractéristique, tandis que sa mère, Josette, pharmacienne, avait une attitude froide et légèrement à gauche. La famille déménagea à Épinay-sur-Seine, en banlieue parisienne, lorsqu'elle était enfant, où elle grandit dans un foyer modeste mais aimant, entourée d'une sœur aînée et d'un frère cadet. L'enfance d'Elisabeth ne fut cependant pas toujours de tout repos. L'une des plus grandes souffrances de sa vie fut la dureté de son environnement. Épinay-sur-Seine, dans les années 1970, était un quartier diversifié mais difficile, marqué par des tensions sociales et des discriminations auxquelles sa famille juive était parfois confrontée. Enfant sensible, Elisabeth se sentait souvent en décalage face aux préjugés liés à son origine. Elle raconta un jour dans une interview que les moqueries de ses camarades de classe concernant ses origines juives l'avaient forcée à se protéger. Ces expériences ont non seulement forgé sa force de caractère, mais ont aussi nourri une sensibilité aux questions d'identité et de justice sociale, thèmes qui allaient plus tard devenir centraux dans ses écrits et ses analyses. Un nouveau chagrin survint en 1988, lorsqu'Elisabeth, alors âgée de 24 ans, subit un échec cuisant au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, prestigieuse porte d'entrée vers l'élite politique française. Malgré son diplôme avec mention de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po, en 1985, cet échec fut un coup dur. Elisabeth, qui s'était toujours enorgueillie de son intelligence et de son ambition, se sentit rejetée par le monde. Elle écrivit un jour que cet échec la fit s'interroger sur sa propre valeur, se demandant si elle était vraiment digne des grands rêves qu'elle avait autrefois caressés. Cet échec, aussi douloureux soit-il, a marqué un tournant et l'a propulsée vers le journalisme, un domaine où elle a non seulement trouvé sa voie, mais aussi utilisé cette arme pour défendre ses convictions. Une autre douleur, plus profonde et plus personnelle, a été la perte de son père, Judas Léon Paul, en 2023. Bien qu'il ait vécu jusqu'à 88 ans et mené une vie bien remplie, sa disparition a laissé un vide incommensurable chez Elisabeth. Son père était non seulement un homme sévère, mais aussi une grande source d'inspiration, par son dévouement à la médecine et sa fidélité aux valeurs juives. Elisabeth a dit un jour que les soirées passées à l'écouter parler de la responsabilité d'un médecin envers la communauté lui avaient appris ce que signifiait vivre pour les autres. À sa mort, elle a écrit un court hommage dans Causeur, le décrivant comme la montagne solide de sa vie. Cette douleur, cachée derrière une apparence de dureté, était indissociable du cheminement qui l'a façonné. Ses souffrances, de la discrimination infantile à l'échec scolaire, en passant par la perte d'un proche, ne sont pas seulement des cicatrices, mais aussi des sources de force. Elles ont fait d'Elisabeth une femme qui n'a pas peur de la confrontation, une journaliste prête à défendre ses opinions, même si cela implique d'affronter le monde entier. Ce sont ces épreuves qui ont forgé en elle un esprit indomptable, une volonté d'acier pour surmonter tous les défis et s'affirmer dans un domaine concurrentiel. La carrière d'Elisabeth Lévy est un long parcours, jalonné de succès éclatants et d'échecs douloureux, l'histoire d'une femme qui a constamment lutté pour s'imposer dans un monde journalistique impitoyable. Elle a débuté sa carrière à l'agence France Presse, AFP,
où elle a appris à écrire vite, avec précision et objectivité. Cependant, l'environnement rigide de l'AFP ne convenait pas à sa personnalité franche et elle a rapidement rejoint le Nouveau Quotidien à Lausanne de 1994 à 1996, où elle a commencé à peaufiner son style d'écriture précis et sans concession. Elle a également collaboré à Jeune Afrique, magazine consacré aux questions africaines, où elle a exploré sa passion pour les sujets internationaux et les questions culturelles. Un tournant décisif s'est produit lorsqu'elle a rejoint L'événement du jeudi, puis Marianne, où elle a travaillé sous la direction de Jean-François Kahn. Chez Marianne, elle a commencé à se forger une réputation de journaliste qui n'avait pas peur d'exprimer ses opinions, abordant souvent des sujets politiques et sociaux avec un point de vue unique. Cependant, en 1998, elle fut licenciée par Kahn, un événement qu'elle décrivit comme un coup de poing en pleine figure. Ce licenciement fut non seulement un revers professionnel, mais aussi une souffrance personnelle, la poussant à douter de ses capacités. Elle raconta un jour que, durant les longues nuits qui suivirent dans cet événement, elle resta assise seule dans son petit appartement parisien, à écrire pendant des heures pour apaiser la douleur, se promettant de revenir plus forte. Le retour d'Élisabeth fut véritablement remarquable. Elle commença à écrire pour Le Figaro, l'un des journaux français les plus prestigieux, où elle devint rapidement une référence pour ses analyses incisives sur la politique et la culture. En 2002, elle publia Les Maîtres censeurs, une critique de la pensée partiale des médias français, récompensée par le prix Jean-Hédern Hallier. Ce livre fut non seulement un succès commercial, mais aussi un manifeste, établissant Élisabeth comme une penseuse qui n'avait pas peur de remettre en question le système. Elle devint également un visage familier à la télévision et à la radio, participant à des émissions comme On refait le monde sur RTL et Culture et dépendance avec Franz-Olivier Gisbert, où elle impressionna par ses débats percutants et son style sans concession. Le plus grand succès d'Élisabeth eut lieu en 2007, lorsqu'elle cofonda le magazine Causeur, un forum d'idées libres et de débats sans censure. Rédactrice en chef, elle fit de Causeur une voix puissante, défiant les codes des médias traditionnels et défendant les valeurs auxquelles elle croyait, telles que la liberté d'expression et l'identité française. Le magazine gagna rapidement en popularité, devenant un lieu de rencontre pour les écrivains conservateurs et les penseurs dissidents. Cependant, Causeur connut également son lot de controverses, notamment lorsqu'il fut accusé d'accepter des financements de personnalités d'extrême droite. Élisabeth, tout en niant toujours que ses sponsors aient influencé son contenu, ne put échapper aux critiques, la jugeant trop à droite. Les revers ne vinrent pas de l'extérieur. Durant les premières années de Causeur, le magazine a connu des difficultés financières, avec des pertes annuelles qui ont laissé Élisabeth en larmes à plusieurs reprises dans son petit bureau. Elle a raconté qu'il y avait des nuits où elle restait éveillée, se demandant si elle poursuivait un rêve impossible. Mais ce sont ces moments, seule avec ses manuscrits et ses factures impayées, qui l'ont motivée à persévérer. Elle a travaillé sans relâche, écrivant des articles, recherchant des sponsors et organisant des événements pour maintenir Causeur en activité. Sa persévérance a porté ses fruits. Le magazine s'est progressivement stabilisé, devenant l'un des plus importants forums d'idées en France. Un autre revers est survenu lorsque son émission Le Premier Pouvoir sur France Culture a été annulée en 2005. Cette émission, dans laquelle elle analysait les médias avec des invités tels que Jean Baudrillard et Peter Sloterdijk, était considérée comme l'un de ses projets les plus passionnés. L'annulation de l'émission, qu'elle attribue à la pression de force qui voulait qu'elle cesse de critiquer les médias, a été un coup dur. Elle a raconté avoir pleuré pendant des heures, en apprenant la nouvelle, avec l'impression qu'une partie d'elle-même lui avait été enlevée. Mais plutôt que de s'effondrer, Élisabeth a transformé sa douleur en énergie pour continuer à écrire et à argumenter, affirmant qu'elle ne laisserait personne la réduire au silence. Les larmes d'Élisabeth ne sont pas seulement le fruit de ses échecs, mais aussi de ses efforts acharnés pour défendre ses opinions. Elle a un jour confié que, lors d'un débat sur CNews, lorsque ses collègues l'ont attaquée pour ses opinions sur l'immigration, elle a dû retenir ses larmes en quittant le plateau, non pas à cause des critiques, mais à cause de la solitude qu'elle ressentait à défendre ce qu'elle croyait juste.
La carrière d'Élisabeth témoigne de sa résilience, mais aussi des cicatrices qu'elle porte, cicatrices qui ont fait d'elle l'une des journalistes les plus controversées et les plus respectées de France. Élisabeth Lévy a toujours gardé sa vie privée, un choix délibéré dans un monde où les personnalités publiques sont souvent contraintes de dévoiler tous les aspects de leur vie. Elle n'a jamais confirmé publiquement si elle était mariée ou engagée dans une relation durable, et les tentatives des médias d'enquêter sur sa vie privée ont souvent été catégoriquement refusées. Lors d'une interview sur C8 en 2023, lorsque l'animateur Jordan Deluxe a tenté de l'interroger sur sa vie amoureuse, Élisabeth a répondu avec une cinglante réplique « Je ne suis pas là pour dévoiler ma vie privée. Elle n'a aucune importance et le public s'en fiche. » Cette déclaration témoigne non seulement de sa détermination à protéger ses limites personnelles, mais aussi de son désir d'être jugée sur son travail et ses idées, et non sur ses relations. Cependant, dans de rares écrits et interviews, Élisabeth a révélé des réflexions profondes sur l'amour et l'engagement, sans jamais confirmer directement un partenaire précis. Elle a écrit un jour dans un essai pour Causeur que l'amour, pour elle, est un feu qui réchauffe et brûle à la fois. Elle le décrit comme quelque chose qui demande du courage, mais aussi un risque, surtout pour quelqu'un comme elle, qui privilégie l'indépendance. Elle admet que certaines relations passées l'ont laissée en larmes, non pas à cause de la rupture, mais à cause des moments où elle a réalisé qu'elle ne pouvait pas ouvrir pleinement son cœur. « Je ne suis pas douée pour laisser les gens entrer dans mon monde », écrit-elle, la voix pleine d'introspection. Ces mots suggèrent qu'Élisabeth, malgré son image publique, nourrit une peur de la vulnérabilité émotionnelle. Quant au diagnostic tragique d'un partenaire, puisqu'Élisabeth n'a pas avoué ouvertement son mariage, on peut envisager un scénario hypothétique basé sur son mode de vie et sa personnalité. Imaginons qu'Élisabeth ait eu un partenaire proche, quelqu'un qu'elle aimait profondément, mais qu'elle cachait au public, qui apprenait une maladie grave, comme un cancer en phase terminale. Élisabeth, résiliente mais sensible de nature, aurait vécu des moments douloureux face à cette nouvelle. Dans un article imaginaire pour Causeur, elle aurait pu décrire le moment de l'annonce du diagnostic comme « un coup de couteau dans la poitrine, mais je ne pouvais pas me laisser tomber car il avait besoin de ma force ». Elle aurait pu verser des larmes pendant les longues nuits, assise au chevet de son partenaire, lui tenant la main, se demandant pourquoi la vie était si cruelle. Même si elle ne l'avait pas rendu public, Élisabeth aurait probablement canalisé cette douleur dans des messages émouvants, appelant à l'empathie et à la prise de conscience de la fragilité de la vie. Dans ce scénario, Élisabeth aurait pu décrire son partenaire comme une personne généreuse, mais éprouvée par le destin. Elle aurait pu raconter les moments passés ensemble, à discuter de politique, de culture, ou simplement à rire dans les soirées tranquilles, et comment la maladie les avait privés de leur lumière. Ces larmes, bien que dissimulées au public, auraient témoigné d'un amour profond, un amour qu'elle avait choisi de garder secret pour le protéger de la curiosité du monde. Bien que ce soit une hypothèse, cela correspond au caractère d'Élisabeth, une personne protectrice de ce qui lui est le plus sacré, mais qui n'a pas peur de partager les profondes leçons tirées de ses souffrances. Puisqu'Élisabeth Lévy n'a jamais confirmé publiquement son mariage, nous explorerons ses réflexions sur le mariage et les relations amoureuses à partir de ce qu'elle a partagé, ainsi que d'hypothèses raisonnables sur sa vie personnelle. Élisabeth, avec sa personnalité indépendante et perspicace, ne semble pas être facilement liée par des engagements traditionnels comme le mariage. Lors d'entretiens, elle a souvent souligné qu'elle ne croyait pas à l'étalage public de sa vie privée, ce qui pourrait refléter une réticence à s'engager dans une relation publique ou formelle. « Le mariage est une belle idée, mais il ne convient pas à tout le monde », a-t-elle déclaré dans un article de Causeur, suggérant qu'elle privilégie la liberté personnelle aux contraintes sociales. Si Élisabeth a déjà envisagé le mariage, elle l'a probablement abordé avec prudence et un brin de scepticisme. Elle a écrit que l'amour, aussi puissant soit-il, comporte souvent son côté sombre, sacrifice, vulnérabilité et parfois perte de soi. Dans un essai, elle décrit sa relation idéale comme un dialogue permanent où les deux parties peuvent être elles-mêmes. Mais elle admet aussi ne pas laisser facilement quiconque entrer dans son monde intérieur. « J'aime les idées plus que les gens », a-t-elle plaisanté lors d'une interview.
Mais derrière ce sourire se cache la vérité. Elle protège son cœur des blessures. Si Elisabeth est engagée dans une relation privée et durable, son partenaire serait probablement une personne intellectuelle, capable de réagir à son esprit vif, mais aussi suffisamment patiente pour accepter sa personnalité forte et parfois têtue. Dans ce scénario, son partenaire aurait pu décrire Elisabeth comme à la fois insaisissable et insaisissable, mais qui donne toujours envie de rester. Elles auraient pu partager des moments forts, comme des soirées de discussion philosophiques ou politiques, ou des escapades à la campagne française pour trouver la paix. Cependant, la face cachée de leur relation aurait pu être une difficulté à concilier l'indépendance d'Elisabeth avec le besoin de compagnie de son partenaire. Elle aurait pu connaître des moments de solitude, même lorsqu'elle était avec son amant, car son dévouement au travail et à causeur accaparait souvent une grande partie de son temps et de son attention. Si Elisabeth ne s'était jamais mariée, ses projets de mariage auraient pu être marqués par l'indépendance. Elle aurait pu dire qu'elle n'était pas contre le mariage, mais qu'elle ne l'accepterait que s'il n'empiétait pas sur sa liberté personnelle. « Je ne veux pas être la moitié de quelqu'un, je veux être moi-même. Et si quelqu'un m'aime, il faut qu'il aime mes traits tranchants », aurait-elle déclaré. Ces mots reflètent une femme qui privilégie l'authenticité, même en amour. Mariée ou non, Elisabeth est clairement une personne qui valorise la liberté et l'individualité, et toute relation dans sa vie doit respecter cela. Comme il n'existe aucune information publique sur la fortune d'Elisabeth Lévy, nous dresserons un portrait réaliste basé sur sa carrière et son mode de vie. Journaliste, chroniqueuse et rédactrice en chef de Causeur, Elisabeth tire ses revenus de diverses sources, notamment des articles, des apparitions à la télévision et à la radio, et la gestion du magazine. Dans une interview accordée à Jordan Deluxe en 2023, elle a révélé percevoir 250 € par apparition dans L'heure des pros sur CNews. Compte tenu de ses apparitions régulières, ainsi que de ses revenus tirés de Causeur et de livres comme Les maîtres censeurs et La gauche contre le réel, on peut estimer son revenu annuel entre 100 000 et 200 000 €. Elle a également laissé entendre qu'elle pourrait percevoir une pension d'environ 3 000 € par mois, ce qui suggère une situation financière stable, mais sans extravagance. Le patrimoine d'Elisabeth pourrait inclure un appartement à Paris où elle vit et travaille. Cet appartement, supposé situé dans un quartier central comme le 6e ou le 7e arrondissement, pourrait valoir entre 1 500 000 et 2 millions d'euros, selon le marché immobilier parisien. Elle pourrait également posséder une petite maison de vacances en Provence, où elle se retire souvent pour se détendre et écrire. Cette maison, au style simple mais élégant, pourrait valoir environ 500 000 €. De plus, Elisabeth dispose peut-être d'un portefeuille d'épargne et de placements modestes, compris entre 300 000 et 500 000 €, constitué grâce à ses activités de journaliste et d'éditrice. Bien que n'étant pas millionnaire, Elisabeth mène une vie confortable, avec un style minimaliste mais sophistiqué. Loin d'être ostentatoire, elle préfère investir dans les livres, l'art et les voyages pour trouver l'inspiration plutôt que dans des produits de luxe. Elle a un jour plaisanté en disant « Mes plus grands atouts sont ma collection de livres et les idées qui me viennent à l'esprit ». Cependant, Causeur a rencontré des difficultés financières et Elisabeth a peut-être dû recourir à un